Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques. C'est encore moi, Pépé, et on se retrouve aujourd'hui ou ce soir pour une toute nouvelle vidéo découverte du mois, alors que nous entamons aujourd'hui, ou du moins au moment où vous écoutez cette vidéo, le mois de juillet. Je fais ainsi une petite rétrospective de mon mois de juin sur mes lectures, qu'est-ce que j'ai pu découvrir, qu'est-ce que j'ai pu feuilleter, qu'est-ce que j'ai pu dévorer, bien sûr toujours dans le monde du jeu de rôle. J'espère que vous passez un bel été. Nous sommes au moment où j'enregistre, c'est le mois de fin juin 2024. Il fait chaud, mais au moins il fait beau. Dit comme ça. Mon mois de juin n'a pas été le mois le plus on va dire lucratif ou le plus proactif en matière de lecture de jeux de rôle. J'ai eu des vacances, je suis parti en voyage, je me suis acheté des ouvrages, plus que j'en ai lu, mais j'ai tout de même eu quelques petites découvertes et quelques petits bijoux qui sont apparus dans soit ma boîte courriel ou qui sont même arrivés au bas de ma porte. Et aujourd'hui, en fait, je vous en présente 5. 5 découvertes pour le mois de juin 2024 et c'est parti. On y va avec le numéro 5, il s'agit de Rorschach de Germinal Petit Étienne, un jeu de rôle francophone, parce que oui, si vous découvrez cette série ou si vous revenez à cette série, j'ai eu la résolution, il y a quelques mois, de proposer plus d'ouvrages dans la langue française, puisque c'est la langue qu'on utilise au quotidien et qu'il peut y avoir un certain frein lorsqu'il y a majoritairement des produits qui sont accessibles en anglais. Donc, si j'ai l'occasion, je vais tenter d'en incorporer. Et Germinal, en fait, m'a partagé les documents pour Rorschach. Il y a de cela un certain temps, et j'étais supposé en parler il y a de cela un certain temps, donc pour vrai, mille excuses, je suis vraiment en retard là-dessus, mais j'ai eu le temps de passer au travers de l'ouvrage en début juin et de pouvoir maintenant vous en parler. Rorschach, eh bien c'est quoi? Si vous ne connaissez pas le terme plutôt, eh bien, bien sûr, ça fait référence au test de Rorschach, qui est un outil d'évaluation psychologique, souvent, on va dire, qui est utilisé dans la psychanalyse, ou plutôt qui a été inventé par un certain psychanalyste suisse du nom de Hermann Rorschach au début des années 20-ish, 1920 quelque chose. C'est des planches graphiques, en fait, qui vont représenter différentes tâches symétriques, a priori non figuratives, dans lesquelles les gens vont pouvoir un peu interpréter ce qu'ils perçoivent au travers de ces tâches-là. Je ne vais pas non plus rentrer dans les profondeurs et les méandres de l'explication du test de Rorschach, mais tout simplement pour dire que le jeu fait directement référence à ce test d'évaluation-là en voulant proposer un univers cauchemardesque, un jeu de rôle horrifique dans lequel justement l'horreur prend vie via la psyché humaine des gens et via aussi, on va dire, la dégradation de la psyché humaine des personnages. Vous allez explorer vos peurs les plus profondes parce que chaque choix dans chaque action va résonner les échos ténébreux de votre destin. Éventuellement, vous allez tomber dans la folie. Donc oui, Rorschach, un jeu de rôle narratif qui m'a quand même bien surpris, je dois l'avouer. Si tu écoutes cette vidéo Germinal, je dois te le dire d'emblée, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais c'est pas de façon péjorative. Je dis pas ça négativement, loin de là. Je m'attendais à ce que le jeu soit beaucoup plus classique dans sa résolution de problèmes, aussi dans ses mécaniques, mais on est vraiment dans quelque chose qui est quand même très original, mais je comprends aussi également tes différents référents en début de document. Tu fais mention un peu de où est-ce que tu es allé chercher tes inspirations et tout ça. Donc, je vois un peu le portrait global d'où provient Rorschach. Et pour les gens qui sont curieux, je fais aussi apparaître également justement la feuille de personnage à l'écran pour ceux qui nous écoutent en vidéo, pour ceux et celles qui nous écoutent en vidéo. Votre personnage est ainsi défini par un prénom, un nom, avec une occupation et un verbe qui est associé au personnage en soi. Vous avez différents éléments, ou du moins différents éléments psychiques qui permettent de définir l'état mental actuel de votre personnage, et à mesure que la partie avance, ces états-là vont se dégrader et tomber dans d'autres niveaux, ou du moins dans d'autres terminologies. Et si le personnage souhaite entreprendre une action, il va lancer des dés de différentes couleurs. Toujours 3D, mais de différentes couleurs. De prime abord, de base, un humain va lancer un D6 blanc. C'est un peu comme la base de toute chose. Un D6 blanc, c'est pour lui donner une base de réussite parce qu'il peut entreprendre des choses. S'il possède un trait qui est avantageux dans le contexte de l'action, eh bien, il va pouvoir lancer un second dé blanc. Et il va compléter sa main avec un dé noir. Il y a la possibilité de ne pas avoir de trait bonus, de ne pas avoir de capacité dans l'action qu'on souhaite entreprendre. Eh bien, le second dé, celui qui était blanc également, va devenir un dé noir. On lance les dés et on les classe ensuite en ordre décroissant, du plus grand au plus petit.
Le premier dé, le dé le plus élevé, ça représente un peu le dé de résolution, ça indique le résultat de l'action. Si c'est un dé blanc, eh bien c'est un succès. Si c'est un dé noir, c'est un échec. En cas d'égalité, s'il y a 2 dés de couleurs différentes qui sont égales, les 2 vont s'annuler et il ne reste qu'un seul dé qui devient le dé de résolution. Le second dé, le plus élevé, c'est le dé de nuance. Ça vient un peu en quelque sorte moduler le résultat et apporter des petites subtilités qui peuvent être bonnes. Le second dé, le plus élevé dans l'ordre des 3 dés, c'est le dé de nuance. Il vient en quelque sorte moduler le résultat. Il permet ainsi d'avoir une certaine subtilité à la réussite du personnage qui peut être positive ou négative pour lui. Si le deuxième dé le plus élevé est un dé blanc, c'est favorable au personnage. Si le deuxième dé est un dé noir, eh bien c'est défavorable au personnage. Donc c'est possible d'avoir une réussite, mais d'avoir un contre-coup en quelque sorte, parce que le second dé peut être noir. Au contraire, c'est possible d'échouer l'action qu'on souhaite entreprendre, parce que le premier dé est noir, mais le second dé est blanc, faisant en sorte que même si on échoue, on peut avoir un prix de consolation à la fin, on peut avoir tout de même un petit quelque chose qui vient mettre un baume sur l'échec qu'on vient d'avoir. Et il y a également le dé rouge. Je ne vais pas rentrer dans l'ensemble des règles, c'est pas ça le but de cette vidéo. Là, c'est quand même une vidéo découverte pour le mois de juin. Mais il y a le dé rouge qui vient aussi influencer, qui permet en quelque sorte d'offrir au personnage de remplacer un dé noir par un dé rouge et d'ainsi augmenter ses chances de réussite, mais en cas d'échec, d'avoir des contre-coups supplémentaires, d'être blessé ou plus encore. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Pour vrai, j'ai bien aimé ça. Germinal, ça m'a vraiment surpris. C'est un jeu qui se joue en one-shot, mais également des mécaniques pour pouvoir offrir un format plus campagne. Il y a l'utilisation de la psyché, que je trouvais ça quand même intéressant, parce qu'avec la dégradation du personnage, à mesure que celui-ci avance dans sa folie, eh bien, son état mental change. Dans le fond, c'est toujours un état particulier qui devient de pire en pire et qui va avoir une autre terminologie, un autre nom à la fin. Et ça m'a fait penser à, c'est drôle, ça m'a fait penser aux Ombres d'Estérène, qui avait aussi cette mécanique-là, où déjà à la base, un personnage avait on dirait un élément mental qui venait en quelque sorte représenter un poids pour lui et qui, à mesure que la partie avance, eh bien cet élément-là devenait de plus en plus lourd et changeait de nom pour représenter un autre état plus grave. C'est un peu comme ça qu'on voit ça aussi également justement dans Rorschach. Et pour vrai, ben, bravo Germinal, je trouve ça vraiment intéressant. Ça m'a donné des idées, ça m'a donné... il y a des mécaniques que je trouvais vraiment intéressantes, justement, surtout sur l'utilisation de la nuance des dés avec les oui-mais, les non-mais, tout ça. C'est le genre de choses que j'apprécie bien. J'aime pas tout ce que je peux trouver dans les jeux narratifs en général, mais concernant Rorschach, ça m'a bien plu et je voulais te lever mon chapeau en ce sens. On continue avec mon numéro 4. Il s'agit de A Hole in the Ground de David Blendy. C'est une aventure, en fait, pour Ecomorphose, que j'ai déjà parlé, je crois, il me semble, dans une autre vidéo découverte, qui est un jeu de rôle basé sur des petits systèmes OSR indépendants à la Cairn et à la Knave. Et Ecomorphose, en fait, c'est vraiment un univers post-apocalyptique dans lequel les personnages vont se retrouver ensemble, une espèce de gang de punk à la suite de la tombée de la civilisation, et vont tenter de reconstruire un peu le tout, de se créer une communauté. C'est un jeu qui est beaucoup plus positif dans son approche du post-apo. On n'est vraiment pas dans l'espèce d'univers oppressant, bien que oui, la menace existe, mais on est vraiment plus dans on est ensemble et on se tient les coudes pour pouvoir passer l'adversité. J'aimais beaucoup la touche visuelle du jeu et tout ça. Et Hole in the Ground est sorti en fait lorsque le jeu Ecomorphose est maintenant disponible au complet à l'achat. Vous pouvez l'acheter. En fait, tous les liens de ce que je présente aujourd'hui est bien sûr dans la description de la vidéo. Autant pour Ecomorphose que pour Rorschach et que pour A Hole in the Ground, qui est une aventure pour Ecomorphose. C'est 8 salles souterraines avec des pièges, des monstres, de la mort, des accroches pour amener des groupes vers cette exploration-là d'un bunker souterrain. Et ce qui m'a beaucoup marqué pour cette aventure-là, c'est en fait la mise en page. L'aventure est correcte en soi. J'ai pas rien à dire contre l'aventure. Ça demeure. Je trouve que c'est un peu classique. Mais comment est-ce que c'est présenté? Très minimaliste, avec juste des bullet points, des petits points pour pouvoir afficher ce qu'on peut trouver à l'intérieur, les différentes accroches pour apporter nos personnages, avec une description très concise des différentes pièces de l'environnement qui va se trouver autour des personnages, avec la possibilité des rencontres aléatoires et tout ça. Puis le tout est vraiment très beau,
très simple, très clair. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je tente, j'essaie de reproduire dans mes propres productions. Cette espèce de capacité-là à être très efficace dans ce qu'on présente, dans ce qu'on veut montrer, en gagnant le plus de temps possible, en gagnant le plus d'espace possible, en restant au strict minimum pour les mots qu'on utilise, pour la manière qu'on va présenter les choses. Et je trouve que c'est un très bel exemple que j'apprécie beaucoup. Si jamais vous êtes intéressé par le style un peu post-apocalyptique, très flyé, un peu sur l'acide, Ecomophos peut être une belle porte d'entrée pour vous. Et A Hole in the Ground est vraiment un très chouette petit donjon de 8 pièces assez simple qui va vous faire passer un très beau moment. Fait que allez voir ça. Ecomophos, A Hole in the Ground. Mon numéro 3, il s'agit d'un autre produit en français, et oui, improbable mais pas impossible. C'est en fait Ogremage, légende de la dévoration, les élucubrations de l'horloger numéro 1 de Isler et M. Le Grumpf. Ça faisait un certain temps que je voyais passer sur les réseaux sociaux cette couverture rouge représentant, emblématique avec les dessins très reconnaissables du Grumpf, représentant un Ogremage et avec cette petite mention 5e édition, pour la 5e édition. De prime abord, je vous avouerai, je ne le cacherai pas, ça ne m'intéressait pas du tout parce que je suis un peu dépassé par la 5e édition, je suis un peu tanné, on dirait que j'ai fait le tour et j'ai goût d'explorer autre chose depuis un certain temps. Et donc, c'est un peu peut-être ça qui m'a ralenti à vouloir me pencher sur la chose, même si c'est un produit en français, même si c'est indépendant. Et finalement, Isler m'a partagé une version PDF numérique du premier et du troisième ouvrage, que je vais éventuellement en parler dans une autre vidéo. Et j'ai dévoré en fait le premier livre très rapidement. Ça se lit super bien. Et holy shit que c'est bon. C'est dans les meilleurs produits indépendant pour la 5e en français. En fait, c'est probablement dans le top 3, si ce n'est pas le numéro 1, de ce qui est disponible en français de création francophone pour la 5e édition. Disponible à l'achat, je parle bien sûr. Un supplément qui va aborder la race des Ogremages. Créature assez particulière, assez mystérieuse du monde de Donjons Dragons parce qu'elle détonne beaucoup par ce qu'elle représente en soi, quelque chose d'assez complexe au premier regard. C'est une créature assez massive qui va aussi être nommée comme un Oni, même un ogre Oni ou un Oni tout simplement, et qui va déjà dès le départ avoir des capacités surnaturelles, magiques, qui dépassent l'entendement et l'humain moyen. Ça a toujours été une créature que j'ai trouvée très intéressante dans le monde de Donjons Dragons, dans le monde de Donjons Dragons plutôt, mais j'ai toujours eu un peu de difficulté à comment la placer, où la mettre, parce que juste dans sa représentation, juste dans ce qu'elle affiche à la base, on dirait qu'elle a comme une incroyable histoire derrière elle, mais quand on fouille, on ne trouve pas nécessairement tant d'informations que ça. Alors qu'on aurait l'impression que cette espèce-là, cette race humanoïde, pourrait avoir une histoire riche, avoir un passé, avoir des normes, une culture, des habitudes et tout ça. Et c'est exactement ce que nous propose en fait le livre de Isler. Ça fait le tour en plusieurs chapitres de ce que représente l'Ogremage dans le contexte de D&D 5 avec les possibilités que vous pouvez en fait mettre en place pour pouvoir optimiser ce type de créature-là, avec bien sûr les règles pour la 5e édition, avec les profils techniques des monstres, des stat blocks comme on dit en anglais. Et bien sûr, ce que j'ai beaucoup, en fait, quelque chose que je veux mentionner, que je trouvais vraiment, vraiment très cool. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit très franglais comme ouvrage. Alors j'ai eu vraiment une petite appropriation. J'ai l'impression que c'était quasiment un produit québécois, puisqu'on est très fort sur le franglais dans le livre, puisque les stats blocks, en fait, ce qui est affiché de manière technique, si on veut, mettons que vous voyez les caractéristiques d'une créature, eh bien, elles vont être en anglais pour pouvoir se référer plus facilement aux versions anglophones et aussi pour éviter, on va dire, la juridiction et les règles des différentes traductions disponibles en français. Ils se sont permis, en fait, de vouloir justement personnaliser en quelque sorte leur propre terminologie en français. Et moi, je trouve ça, je respecte ça à 100%. Je trouve que c'est même une excellente idée dans ce contexte-là. Et le fait de présenter des stats blocks, on dirait les caractéristiques en anglais, c'est pour moi, et je pense pour une bonne partie de la population qui joue à Donjons Dragons au Québec, c'est un référent qui est très facile parce que souvent les livres vont être en anglais de base, même si on va jouer en français.
Il y a un autre chapitre qui va aborder l'aristocratie des ogres mages, comment est-ce qu'ils fonctionnent en société. Il va y avoir différents conseils pour rendre unique chaque on va dire, instance supérieure, chaque personnalité en tête d'un regroupement d'ogres mages. Et il y a un chapitre qui va proposer en rafale plusieurs profils pour un ogre mage, pour, disons, varier la créature si jamais les personnages en rencontrent. Et je ne pensais pas avoir besoin de ce type d'ouvrage-là dans ma vie en tant que rôliste, mais je ne peux que saluer et applaudir cette initiative-là. Et le produit final, c'est de toute beauté, c'est concis, c'est clair, c'est efficace, c'est intéressant. Ça donne le goût, en fait, d'en avoir plein sur différentes espèces, sur différentes créatures emblématiques du monde de Donjons Dragons pour justement approfondir ce qu'elles peuvent représenter et qu'elles ne soient pas tout simplement un simple condensé de caractéristiques. Et finalement, pour moi, l'ogre mage est une des créatures les plus utilisables dans le monde de Donjons Dragons pour la 5e édition, puisqu'elle possède une histoire tellement riche et tellement complète, et à la fois aussi intéressante, et qui n'est pas non plus trop. On n'est pas envahi sous une foule d'informations étouffantes qui est très cadrée, qui nous empêche un peu de personnaliser à notre guise ce que propose le livre. Donc, c'est une réussite en tout point. Et je vais assurément en parler à d'autres personnes que je connais qui sont encore très fans de la 5e édition pour justement montrer la beauté et la richesse de ce qui peut se faire dans le monde de l'indépendant en français. Et c'est pas parce que c'est pour la 5e que ce n'est pas non plus utilisable à d'autres sauces. Je me vois très bien reprendre les informations dans l'ouvrage et de les instaurer dans un contexte plus OSR avec un autre ensemble de règles. Ça demeure que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Un gros coup de cœur pour le premier ouvrage de cette série. Et on continue avec le numéro 2, Maze Rat de Ben Milton, que j'ai reçu physiquement, en version physique, lors de ma réception aussi de Knave, 2e édition. Un livre que j'avais jamais pris le temps, en fait, de lire, bien que c'est très connu et très popularisé dans le monde old school. J'en avais beaucoup entendu parler, mais je m'étais jamais penché sur la chose. Très minimaliste. Et au final, ce qui est pour moi, personnellement, ce qui est à garder dans ce livre-là n'est pas nécessairement l'ensemble de règles, puisque celui-ci est très, on va dire, comparable à d'autres systèmes minimalistes OSR, comme justement Knave ou comme Cairn et même Into the Odd et autres. Ce qui est vraiment plus, je trouve, à sauvegarder dans ce livre-là, ce sont les multiples tables aléatoires qui existent. Et j'en ai souvent parlé dans des différentes vidéos. Mon amour pour les tables aléatoires, j'en ai parlé aussi j'ai lancé des questions sur les questions du samedi sur le Facebook de Coup Critique concernant l'utilisation des tables aléatoires, et bien que beaucoup de personnes aimaient ça, il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient très, très réticents à l'utilisation, qui trouvaient que c'était une manière archaïque de faire passer l'information ou de créer, alors qu'on peut tellement pouvoir inventer par nous-mêmes de A à Z. Mais pour moi, les tables aléatoires, ce n'est pas une vérité absolue, c'est plutôt simplement une béquille ou c'est un petit comptoir sur lequel on peut s'accouder et s'inspirer. C'est comme ça que je vois ça. Et ce qu'on retrouve dans Maze Rats, c'est une quantité phénoménale de tables aléatoires de tout genre, autant pour les endroits sauvages, autant pour les trésors, la ville. Tu sais, une ville, et on pourrait générer par exemple les factions dans une ville, et on pourrait décider l'objectif de cette faction-là. Mettons que j'en choisis 2 au hasard, on va dire cette faction-là. Cette faction, son trait, ou plutôt, c'est ça, je me suis comme trompé. On va recommencer ça. La faction, le trait de la faction et son objectif. On commence avec la faction au hasard. C'est un culte, un sombre culte. Eh bien, très cool faction. Son trait, il est corrompu. Oh, il y a de la bisbille à l'intérieur même du culte. As-tu déjà? Ça me donne des idées, ce que j'adore. Et l'objectif de la faction, purger les traîtres. Donc, possiblement purger les traîtres à l'intérieur même du culte, puisque celui-ci est corrompu de l'intérieur. Un sombre culte qui a lui-même des problèmes de corruption à l'intérieur de sa formation. Sur quoi on peut rebondir? C'est juste ça, pour moi, des tables aléatoires. C'est la richesse qui en ressort, c'est ça. Et déjà, juste avec ça, moi, ensuite, je prends ça et je fais ce que je veux. Et Maze Rat a une foule de tables. C'est beaucoup ça. En fait, Knave également, mais je ne connaissais pas Maze Rat pour ça. Et maintenant, je vais assurément l'utiliser dans plein de contextes pour pouvoir générer
Autant des trésors, des créatures, des monstres, de la personnalité des monstres, c'est quoi le domaine divin d'un dieu, qu'est-ce qu'un personnage fait après une mission, c'est quoi le trésor que propose un donjon, bref. Il y en a une foule. Et si je me trompe pas, je pense que Maze Rat a été traduit en français. Je suis pas sûr même qu'il est en français disponible sur l'internet. Je vais mettre les liens, bien sûr, dans la description de la vidéo. Et on y va avec le numéro 1. Mon numéro 1, c'est un Kickstarter, un financement participatif que j'ai reçu en PDF et qui je devrais prochainement recevoir la version physique. Il s'agit de Avenox, de Charles Ferguson Avery. Et en préparant cette vidéo, en préparant, on va dire, mon numéro 1 maintenant, en prenant mes notes pour la présentation de Avenox, je me suis comme un peu tombé dans mes méandres, dans mes réflexions sur les auteurs et les autrices de jeux de rôle qui m'influencent et dont j'adore le travail. Et je me dis qu'éventuellement, je vais faire une vidéo là-dessus, possiblement une vidéo pour des auteurs en anglais, possiblement une vidéo pour des auteurs en français. Et Charles Ferguson Avery est assurément dans le lot, parce que à mesure que je lisais, j'étais comme, ça y est, ce gars-là a tout compris. Avenox, c'est un méga donjon. Méga donjon, chose déjà que j'apprécie beaucoup. Système neutre, qui n'est pas associé à un ensemble de règles précis, avec plus de 250 salles qui peuvent être utilisées, qui sont déjà fin prêtes, avec parfois des petits encadrés ou du moins une petite introduction en italique qui permet d'avoir juste l'ambiance que veut refléter la salle. Il y a un cadre qui est présenté, c'est-à-dire, en fait, c'est une légende. On vient explorer les tréfonds d'un vieux temple d'un dieu, qui est comme en quelque sorte la représentation du dieu soleil. Dans ce méga donjon-là, les personnages vont incarner des rôles d'archéologues, de chercheurs, de pilleurs de tombes, qui vont tenter de retrouver en fait les trésors enfouis dans une immense ruine qui a été récemment découverte. Et ce qui commence comme une simple curiosité, une simple petite mission tranquille, se transforme en une immense expédition, alors que justement la ruine se révèle être plutôt une méga structure souterraine avec une technologie ancienne qui dépasse les personnages. Pour moi, tout ce que fait Charlie Ferguson Avery, c'est de l'or en barre. Ce que j'ai pu lire de ce qu'il a fait pour l'instant était absolument incroyable. J'en ai justement un dans mes mains. En fait, à défaut d'avoir Avenox dans les mains, j'ai le premier projet que j'avais financé de lui sur Kickstarter, c'était The Vast in the Dark. Et je pense que j'en ai parlé dans une autre vidéo. Petit zine dans lequel on explore des méga structures dans une espèce de monde alien étrange, à la limite très liminal même, je trouve. Et on pouvait générer les structures qu'on allait explorer via un lancer de dés. Et c'était aussi très système neutre également. Et Avenox, on est complètement dans autre chose, mais on est dans le même niveau de qualité. C'est pas du tout, c'est pas de la génération procédurale. Il y a une histoire, il y a un contexte, il y a la découverte, on va dire, du passé de cette méga structure dans laquelle vont plonger les personnages, mais ça demeure encore du système neutre. Et il est vraiment très bon, très très bon pour pouvoir, on va dire, présenter, afficher des mécaniques pour qu'on puisse, on va dire, de les présenter d'une façon à ce qu'on puisse se les approprier et les transformer et les mettre dans le système de jeu qu'on préfère. Et à un certain point, je vous dirais que ça me fait peut-être même un peu chier, parce que, je dis ça en blague, mais vous allez comprendre, parce que Charlie Ferguson Avery, c'est un couteau suisse. Il fait tout, en fait, dans son projet, bien qu'il y ait de l'aide extérieure un peu, mais il s'occupe du visuel, du layout, il fait la mise en page, il fait l'écriture, faisant en sorte qu'il y a un parfait contrôle de ce qu'il souhaite au final pondre. Et ce qu'il pond, ce qu'il nous offre, c'est exactement l'idée qu'il avait en tête. Et à chaque fois, c'est une explosion de nouveautés, de richesse, de beauté, parce que oui, c'est beau en sang. C'est beau en s'en crever les yeux, ces ouvrages-là. Avenox ne déloge pas de cette habitude. Tout est en espèce de duotone un peu jaune, délavé, blanc, avec une écriture noire. C'est très page complète, assez simple, avec des illustrations de couleurs
pleine page à certaines zones. C'est quand même un livre de 250 pages pour un méga donjon qu'on doit explorer avec, encore une fois, une série de tables aléatoires, des locaux qui vont habiter dans les environs de la méga structure avec laquelle les personnages peuvent interagir, l'histoire, le passé de cette fameuse culture-là, les objets magiques qu'ils peuvent trouver, les différentes zones à explorer, les pièces, les pièges, des mécaniques qui sont système neutre à la base, ça on s'entend, mais qui peuvent justement s'incorporer dans un système de jeu déjà existant pour certains moments clés de l'exploration du méga donjon. Et vous allez voir, je vais le faire apparaître à l'écran pour les gens qui nous écoutent en visuel, qui écoutent la vidéo avec le visuel. Je fais apparaître en fait c'est simple, mais tabarnouche que c'est efficace. C'est une feuille, c'est le système neutre, system neutral and what it means. Donc le système neutre, et qu'est-ce que ça signifie? Avec un glossaire des différentes utilisations, les différents termes qui sont utilisés dans l'ouvrage et comment est-ce que ceux-ci peuvent se transposer dans le jeu que vous utilisez, avec quelques exemples et même aussi le niveau de difficulté qui est utilisé dans le livre. Donc c'est un système neutre, mais c'est dans les meilleurs systèmes neutres qui se fait parce que tout est à portée de main pour pouvoir vous l'approprier et le manipuler et le transformer en ce que vous souhaitez. Et j'ai tellement hâte d'avoir ce livre-là en version physique. Et je vais peut-être en parler dans une autre vidéo. Parce que si c'est un auteur que vous ne connaissez pas, je vous conseille fortement d'aller voir tout ce qu'il fait, tout ce qui a pu sortir, que ce soit Vast in the Dark, que ce soit les autres projets sur lesquels il a participé, les autres produits système neutre, on va dire, qui sont appropriés, soit pour l'exploration dans les donjons ou dans une ville plutôt, même l'exploration dans les lieux sauvages. Il a fait beaucoup de choses et je suis persuadé qu'il va faire encore énormément de projets absolument mémorables dans les années à venir. Mais Avenox est pour l'instant, encore une fois, un immense coup de cœur que je ne veux pas trop vous en dire parce que ça fait partie de la beauté, de la richesse de le découvrir, autant pour aussi le meneur que pour les joueurs ou les joueuses qui vont se lancer dans ce donjon-là. Il y a vraiment quelque chose de très riche et inspirant. Et c'est tout, en fait. J'ai comme pas de finale mieux que ça. C'est Avenox, mon numéro 1. Et encore une fois, tous les liens menant aux différents achats possibles, différents liens de référence pour les sites sont dans la description de cette vidéo. Je ne pense pas qu'Avenox est pour l'instant disponible. Je ne sais pas si vous pouvez l'acheter. Peut-être, en fait. Je pense qu'il est peut-être disponible sur DriveThru RPG, mais sinon, tous les autres, je sais que c'est disponible déjà. Vous pouvez tous vous procurer ça. Les liens sont disponibles dans la description. J'espère que vous avez apprécié ça. Une autre découverte, un autre mois de découverte pour le mois de juin. Je serais curieux de savoir, vous, qu'est-ce que vous avez lu ces temps-ci? Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce que vous avez dévoré? Est-ce qu'il y a des belles surprises? Est-ce qu'il y a des déceptions? Est-ce qu'il y a autre chose? Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo sur la chaîne. Petit pouce vers le haut, commentaire, abonnement si ce n'est pas fait. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.